parce que justement, on produit un contenu qui, a priori, aujourd'hui, est reconnu comme étant de qualité, ce qui n'était pas le cas au début. Hein. C'est vrai que, bon, ben voilà, comme tous les projets, Wikipédia a débuté, il a fallu le temps que ça se mette en place, qu'il y ait des normes qui se mettent en place, on va dire, en dehors des principes fondateurs. Mais petit à petit, au fur et à mesure que les normes se sont mises en place, qu'on a commencé à exiger des sources, ce n'était pas le cas au début. Hein. Au début, tout le monde écrivait ses articles et il n'y avait pas de source. Et forcément, la première critique de Wikipédia, c'était de dire bah, c'est pas sourcé. Voilà. Et à l'époque, c'était même déconseillé pour les enseignants, à leurs élèves, etc. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette rigueur. Cette rigueur, elle est venue avec le temps. Mais très vite aussi, on a été confronté au fait que des fois, on va utiliser pour sourcer un article ou même pour créer un article ce qu'on appelle les sources primaires. Donc là, il est important de faire la distinction dans le niveau des sources, essentiellement au moins entre sources primaires et sources secondaires. Donc une source primaire, ça va être généralement un texte d'origine. Donc pour un historien, par exemple, un texte primaire, ça va être une source historique qu'on va trouver. Donc ça peut être par exemple un traité qui a été conclu entre deux pays. Ça, c'est le texte de loi, entre guillemets, qui a été conclu entre deux pays, par exemple, qui se sont fait la guerre, et à la fin, il y a un traité qui a été signé. Et on est dans une source purement factuelle. Ce traité est rédigé, mais il n'y a pas de réflexion dessus. La source secondaire, c'est qu'on va prendre une source primaire et on va l'interpréter. Et à partir du moment où on l'interprète, parce que l'historien aussi fait un travail d'interprétation, hein, on le sait, hein, on a coutume de dire que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, etc., etc. L'idée, c'est ça, c'est qu'on prend une source et on l'interprète, on donne son sentiment sur ce que veut dire ce texte. Voilà. C'est d'autant plus discuté que les textes sont anciens et que des fois, on a des nouvelles sources qui apparaissent, etc., etc. Donc, en fait, Wikipédia est par essence même une source de troisième niveau, puisqu'en fait, elle se base sur des sources secondaires qui elles-mêmes se basent sur des sources primaires. Donc, quelque part, Wikipédia est une source tertiaire, d'accord, puisqu'on fait une synthèse de sources, mais une synthèse de sources secondaires. On ne doit pas écrire un article Wikipédia à partir de sources primaires. Donc, une source primaire, ça va être, par exemple, aussi une interview d'une personne, puisque c'est la personne qui s'exprime sur elle-même. Ça, c'est une source primaire. À partir du moment où c'est un journaliste qui fait le portrait de quelqu'un, sans interview, c'est-à-dire qu'il fait son interprétation sur la personne ou sur ce qu'a dit la personne, on est bien dans la source secondaire. Donc, sur Wikipédia, on voit qu'on n'a pas vocation à avoir des sources primaires. Ces fameuses sources primaires, ben, en fait, certains se sont fait la réflexion que ce serait quand même pas mal d'y avoir accès dans la limite du droit. Voilà, ça, c'est toujours la question fondamentale. Et donc, ça veut dire, en gros, si on veut avoir des textes anciens, on a commencé par ça, hein, parce que c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, au niveau du droit. On s'est dit, si on veut avoir accès à un texte ancien, faire que tout le monde y ait accès, ce n'est pas le lieu sur Wikipédia pour mettre ça. Donc, il fallait créer un espace pour pouvoir stocker ces textes. Alors, et c'est là qu'est née l'idée de Wikisource. Donc, l'idée, à la base, elle est de stocker tous les textes possibles et imaginables, hein, de toutes les cultures, de toutes les langues, qui relèvent du domaine public. Donc, je vais préciser, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien la nuance. On considère qu'un texte est dans le domaine public quand on considère qu'il n'y a plus de droit de reproduction. Voilà, dans le droit des textes, des œuvres, on a deux types de droits. On a le droit d'auteur et on a le droit de reproduction. Et souvent, ce qu'on appelle le droit d'auteur, c'est en fait le droit de reproduction. C'est-à-dire que quelqu'un sort un livre, un éditeur le publie, l'auteur va toucher un droit, une sorte de redevance, hein, sur chaque exemplaire du livre qu'il vend. Donc souvent, c'est pas grand-chose. Hein, dans tous les pays, c'est pareil. Hein, c'est pas l'auteur qui s'enrichit. Mais on va dire que en France, par exemple, pour donner un exemple, hein, c'est pour un livre qui sort à 10 €, l'auteur va toucher entre 1 € et 1,50 €. Donc c'est pas énorme. Mais c'est important pour qu'il puisse vivre ou éventuellement que ça lui apporte un complément de revenu. Mais donc ça, c'est ce qu'on appelle un droit de reproduction. Ça n'est pas un droit d'auteur. Le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le droit moral. D'accord? Le droit moral, ça veut dire que même dans 1000 ans,
quelle que soit la durée du temps qui va passer, on devra toujours dire que ce texte-là est bien l'œuvre de cet auteur. Si je prends Les Misérables de Victor Hugo est mort depuis très longtemps, je ne sais pas, depuis, ça doit faire au moins 140 ans qu'il est mort, Victor Hugo. Ça n'empêche pas que même dans 1000 ans, on doit continuer à dire que c'est bien Victor Hugo qui a écrit Les Misérables. Ça, c'est le droit moral, d'accord? C'est le droit d'auteur. Alors, il y a le droit d'auteur et le droit moral. Le droit moral, c'est celui que conserve sa famille, on va dire, sur l'œuvre. Mais en tout cas, en ce qui concerne le droit d'auteur, il est inaliénable. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la durée, ce droit d'auteur ne pourra jamais expirer. On devra toujours dire dans 1000 ans que c'est bien Victor Hugo qui a écrit Les Misérables. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça vous le dites, hein, voilà, je commence par ça, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, après, continuer dans Wikisource si on n'a pas bien compris les nuances au niveau du droit, parce que c'est vrai que c'est fondamental au niveau de Wikisource. Arrive par derrière le droit de reproduction. Et le droit de reproduction, c'est de dire, ben voilà, à chaque fois que je vais imprimer un exemplaire d'un bouquin, l'auteur, lui, va toucher 1,50 €, ça c'est défini dans le contrat entre l'éditeur, généralement, et son auteur. Mais c'est la même chose pour les images. Si par exemple un photographe professionnel fait une photo, par exemple tous les photographes de presse qui vont faire une photo, ils vont la vendre à la presse, et à chaque fois que cette photo est reprise quelque part, hop, le photographe, il touche quelque chose. Donc il va toucher un droit de reproduction. Et en fait, le principe du droit d'auteur, en fait, c'est quelque chose qui est apparu, justement, pourquoi j'ai mentionné Victor Hugo, parce que c'est un peu lui qui fait partie des gens qui sont à l'origine du droit de reproduction. Alors, ce qu'ils ont appelé droit d'auteur à l'époque, mais parce que Victor Hugo, de son vivant, a été confronté à des tas de gens qui, en fait, se sont mis à imprimer ses œuvres, parce que ça vendait très bien. Et lui, il touchait pas un centime, donc forcément, ça l'a gêné au bout d'un moment, parce que bon, comme tout le monde, hein, c'est un écrivain, il fallait qu'il vive, c'était son métier, il n'avait pas d'autre métier, donc il fallait bien qu'il vive. Mais dans la pensée de Victor Hugo, parce que lui, je pense qu'il avait de quoi vivre sans problème, hein, ce n'était pas le cas de tous les auteurs, mais dans la pensée de Victor Hugo, il y avait aussi l'idée de se dire, je vais quelque part, en essayant de pousser pour qu'on crée un droit d'auteur et le droit de reproduction qui va avec, d'assurer une rente pour ma famille, pour mes descendants, au moins pendant un certain temps, pour qu'ils profitent en gros de la notoriété que j'ai acquise et de l'argent que j'ai gagné et que eux vont continuer à gagner pendant quelques années. Comme ça, j'assure en gros la sécurité, en gros, pour mes enfants et mes petits-enfants. La logique, c'est celle-là au départ. Hein. Bon, voilà. Donc la logique, elle n'est pas de dire on va mettre des droits pour l'éternité, mais de dire au moins, voilà, pour ceux qui me sont proches, ceux qui me sont chers, c'était vraiment ça la logique de Victor Hugo, hein, je veux être sûr qu'ils ne seront pas dans le besoin, et en gros, je vais essayer d'assurer une sécurité. Donc c'est là que naît l'idée du droit d'auteur et de ce qui vient avec, donc le droit de reproduction. Donc, mais le droit d'auteur est d'abord essentiel pour prouver que c'est bien vous l'auteur. Voilà. C'est pour ça qu'on a très vite décidé que ce droit d'auteur devait être inaliénable. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours Victor Hugo l'auteur. Par contre, très vite se pose la question de combien de temps la famille, les ayants droit, les descendants, voilà, vont continuer à toucher les sous. Et là, ça varie suivant les pays, suivant les époques. Et en tout cas, c'est une idée qui a plu à tout le monde très vite. Hein. Ça a beaucoup plu aux éditeurs aussi, parce que ça leur permettait de garder le monopole sur certains écrivains. Donc, à partir du moment où ça permet à beaucoup de monde de gagner de l'argent, l'idée s'est imposée. C'est toujours comme ça que marche le monde. Hein. S'il y a de l'argent en jeu, généralement, tout le monde dit oui, c'est une super idée. Bon, donc en tout cas, c'est comme ça que marche le monde. En tout cas, ce qui a été décidé pour la France, par exemple, assez vite, c'est que la durée du droit de reproduction, donc accolée au droit d'auteur, a été de 70 ans, jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc ça veut dire que, je ne sais plus la date exacte de mort de Victor Hugo, mais bon, ça veut dire que, on va dire qu'il est mort en 1880 à peu près, s'il meurt en 1880, ça veut dire que jusqu'en 1950, la famille continue, enfin 1950, la famille continue à toucher des droits de reproduction. À partir du 1er janvier 1951, Victor Hugo tombe, ou s'élève, je préfère dire, dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc ça veut dire qu'à partir de ce jour-là,
tout le monde peut, s'il a envie, imprimer, éditer du Victor Hugo sans demander rien à personne. Donc, il n'y a plus de droit de reproduction. D'accord? C'est clair pour tout le monde, ça? La nuance entre le droit d'auteur et le droit de reproduction? Voilà. Parce que c'est vrai que souvent, on fait le raccourci, et vous le verrez, même sur Wikisource, partout, on vous parle de droit d'auteur. Mais voilà, au sens strict, c'est vraiment un droit de reproduction. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est que, bon, on va dire qu'on va rester simple pour la France sur les 70 ans, hein, pour le droit de reproduction. Petit à petit, les pays à travers le monde se mettent chacun à faire leur propre législation. Et on trouve des durées très diverses sur la durée du droit de reproduction, c'est-à-dire à quelle date un auteur va tomber dans le domaine public. Et d'un côté, et donc de certaine manière, devenir accessible à tout le monde. Sachant que là, je vous parle des cas simples où on est sur une œuvre qui est écrite par une personne. On verra après que ça se complique. Voilà. Encore une fois, je suis désolé pour toute cette introduction juridique, mais on ne peut pas travailler sur Wikisource si on n'a pas compris ces fondamentaux d'un point de vue juridique. Hein. Vous m'en voulez pas? Voilà. On est obligé de commencer par là. Donc, sur les durées diverses, donc j'ai vérifié par exemple sur le Burkina Faso, on est sur une durée avant le domaine public de 50 ans. Ce qui d'un côté est intéressant, parce que ça veut dire que quelque part chez vous au Burkina, un auteur va arriver plus vite dans le domaine public, ce qui permet de l'exploiter plus rapidement en ligne, alors éventuellement sur Wikisource ou ailleurs, hein, mais ça veut dire que c'est-à-dire que là par exemple, on est bientôt le 1er janvier. Là, il ne manque plus qu'une dizaine de jours. Au 1er janvier, pour la France, tous les auteurs qui seront morts jusqu'au 31 décembre 1955 seront dans le domaine public. Donc là, on a tous ceux de l'année 55 qui vont rentrer dans le domaine public au 1er janvier. Alors, je dis ça pour les auteurs, mais c'est pareil pour les artistes, c'est pareil pour n'importe qui produit une œuvre de l'esprit. Ça peut être de la musique, ça peut être une sculpture, ça peut être une peinture. Voilà, il y a plein de peintres sur Wikipédia qui n'ont pas d'image parce qu'ils ne sont toujours pas dans le domaine public. D'accord? Bon. Donc là, pour la France, à partir du 1er janvier, on va gagner les gens de l'année 1955. Mais pour le Burkina Faso, en fait, on est à 50 ans. On n'est pas à 70 ans. Donc, quelque part, on gagne 20 ans. Donc, on sait que pour le Burkina Faso, pour tous les gens qui seront morts à partir du 1er janvier avant le 31 décembre 1975, vous êtes tranquille. Si vous êtes sur des personnes qui sont mortes avant le 31 décembre 1975, à partir du 1er janvier, alors pour l'instant c'est 74, mais à partir du 1er janvier, parce qu'il faut que l'année soit révolue. Hein. Si vous avez des écrivains de chez vous, des hommes politiques qui ont fait des discours, voilà, des choses comme ça, qui sont des gens morts avant 75, vous pouvez les exploiter sur Wikisource. C'est clair pour tout le monde? Là où ça se complique, c'est que du coup, quand on veut exploiter des gens, entre guillemets, des œuvres de personnes de différents pays, il faut toujours vérifier quelle est la durée du droit d'auteur. D'accord? Je vais vous partager un lien qui mériterait d'être d'ailleurs développé. Mais si vous avez du temps à perdre et que c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez l'article sur Wikipédia, droit d'auteur au Burkina Faso, qui vaut ce qu'il vaut, mais on y trouve les infos essentielles. Il y a déjà de quoi, voilà, ne pas se tromper, en gros, quand on va commencer éventuellement à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter ou pas. Voilà. Donc, quelque part, le Burkina a un avantage sur nous en France. Vous avez gagné 20 ans par rapport à nous. Parce que c'est vrai que c'est quand même une très grosse contrainte d'attendre, entre guillemets, que quelqu'un soit mort depuis 70 ans. 70 ans, c'est long quand même. Et c'est vrai que des fois, c'est dommage parce que 70 ans, c'est des fois le temps qu'il faut pour qu'on ait oublié la personne. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été importants à leur époque, 70 ans après, tout le monde les a oubliés. Et il faut vraiment le travail de certaines personnes pour réactiver la mémoire de ces gens-là et de se rappeler que ces gens ont été importants, de se rappeler des fois que c'est peut-être intéressant de revenir vers eux et de s'intéresser à ce qu'ils ont produit.
C'est là qu'il y a un vrai travail de défrichage à faire, ben, je dirais d'abord sur Wikipédia. Parce que de fait, c'est souvent en créant des articles sur Wikipédia sur des gens qu'on se rend compte ben, d'où est-ce qu'ils sont situés dans la sphère, entre guillemets, du droit. Et là, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, en créant des articles, des fois, sur des sculpteurs, sur des artistes ou des musiciens, de me dire, ah tiens, lui, dans 2 ans, il est dans le domaine public, je me mets une petite note pour dans 2 ans à penser à uploader à téléverser ces images ou de ce qu'il a produit. Parce que jusque-là, souvent, on ne trouve rien en ligne. D'accord? On est bon sur ça? Alors, je vais finir ce petit passage un peu aride au niveau du droit. Voilà, juste 2 minutes. Hein, et après, on va rentrer dans le sujet sur Wikisource. Mais voilà, je veux être sûr que tout le monde soit bien d'accord, parce que c'est vrai que des fois, on a des illusions en se disant, bon, ben voilà, on va pouvoir mettre plein de monde sur Wikisource. Non. D'autant que vous allez voir que Wikisource est une petite communauté, puisque ce n'est pas les mêmes personnes qu'on trouve. Il y en a quelques-uns qui sont à la fois sur Wikipédia, sur Wikisource. Il y en a toujours, hein, des gens qui traînent sur les différents projets, mais il y en a certains qui contribuent que sur ça. Et c'est des gens qui font très attention au droit, parce que justement, on ne veut pas avoir de problème. Parce qu'il faut être sûr que des fois, si vous ne respectez pas le droit, il y a toujours un avocat qui traîne quelque part pour vous dire, je vais faire un procès à Wikisource, ou à Wikipédia, ou quel que soit le projet. Et on a le même problème sur Wikimedia Commons, où s'il y a aussi une patrouille voilà, sur Commons qui surveille en gros toutes les images qui sont mises là, parce que tous les jours, il y a des gens qui récupèrent des images n'importe où sur Internet et qui essayent de les mettre sur Commons. Ces images, elles sont repérées, supprimées, et de la même manière, ben, Wikisource, on va le voir, a été un peu plus verrouillé pour éviter justement que n'importe qui mette n'importe quel texte qu'il trouve sur Internet, parce que c'est vrai que le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est très surveillé, et quand je dis que c'est très surveillé par les avocats. Parce que tant qu'il y a des gens qui touchent de l'argent grâce à une œuvre, vous pouvez être sûr qu'il y a un avocat derrière, quand c'est des gens qui ont les moyens, qui vérifie que personne, en gros, va partager l'œuvre sans qu'il ait payé les droits qu'il aurait payés. Voilà. C'est la triste réalité du monde, mais c'est comme ça. Et quelque part, nous, dans le travail qu'on fait sur tous les projets Wikimedia, on vient un peu perturber tout ça parce qu'effectivement, on rend accessible à la fois le savoir, les œuvres, les images, tout ça, mais malgré tout, on est quand même soumis aux contraintes légales. Et en gros, c'est le principe pour que tous ces projets marchent, c'est qu'on respecte la loi. Voilà. Alors, pour finir sur ce cadre légal, là, je vous ai parlé du cas simple où il y a un seul auteur. Si c'est un recueil, par exemple, de nouvelles, vous avez un recueil de nouvelles, vous allez avoir 10 auteurs dedans. Même si c'est un recueil de nouvelles, par exemple, qui va dater d'avant-guerre, hein, enfin, je dis d'avant-guerre, pour moi, c'est avant les années 40. En gros, on est obligé d'attendre pour que le texte, pour que l'ensemble du recueil passe dans le domaine public, quand c'est une œuvre donc collaborative, ce qu'on appelle, puisqu'il y a plusieurs auteurs, mais ils ont tous écrit des passages différents, on est obligé d'attendre, en gros, la mort du dernier. S'il y a 10 auteurs, il faut attendre que le 10e, qu'ils soient tous morts, en gros, depuis 70 ans. Ce qui fait qu'on peut attendre très longtemps, des fois. Il y en a des fois qui sont morts depuis tous très longtemps, mais tant que le 10e n'est pas mort depuis 70 ans, on est obligé d'attendre. Ça, c'est pour les œuvres collaboratives. Vous avez les œuvres collectives. Les œuvres collectives, c'est quand, par contre, il n'y a pas un auteur défini. Par exemple, vous prenez un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est formé par plein de gens qui ont collaboré, mais on ne peut pas dire chaque personne. Généralement, il y a un directeur de publication, dans le meilleur des cas, mais des fois, vous prenez le dictionnaire, je ne sais pas, Larousse, dictionnaire Larousse, bon, c'est les éditions Larousse, mais il n'y a pas, même s'il y a des fois marqué sur une petite page toutes les personnes qui ont contribué à faire les définitions, ça reste une œuvre collective, d'autant plus que les différentes éditions du Larousse, année après année, ne réécrivent pas toutes les définitions à chaque fois, donc ça se trouve, il y a des définitions des fois qui sont là depuis 50 ans. Donc là, par contre, ce qui compte pour l'édition d'un dictionnaire, c'est la date de publication. Vu que c'est une œuvre collective, il n'y a pas d'auteur identifié. Si le dictionnaire est paru depuis 70 ans, pas de problème. On peut le numériser et éventuellement en faire une transcription, par exemple, sur Wikisource. Il y a le cadre, donc là, c'est le cadre qui va peut-être nous intéresser un peu plus. Le cas des textes de loi. En fait, le droit d'auteur, donc le fait de reconnaître qu'une personne a créé quelque chose, hein, donc que ce soit un roman, un essai, une peinture, une sculpture, ce que vous voulez,
Mais dans toute cette idée, il y a le fait qu'il y a quelqu'un qui a créé quelque chose. Hein. On a cette notion de créativité. Et en fait, donc c'est une œuvre de l'esprit, ce qu'on appelle. D'accord. Il y a des choses dans le droit qui sont considérées comme des œuvres de l'esprit et des choses qui ne le sont pas. Un roman est une œuvre de l'esprit. Une sculpture est une œuvre de l'esprit. Même un essai, quelqu'un qui écrit un essai sur un sujet, la politique au Burkina Faso, c'est le fruit de sa réflexion. D'accord. Donc c'est bien une œuvre de l'esprit. Donc là, il va y avoir un droit d'auteur et un droit de reproduction. Par contre, un annuaire téléphonique, on est d'accord, c'est pas une œuvre de l'esprit. Donc dans l'absolu, un annuaire téléphonique, c'est juste une compilation de numéros. Donc un annuaire téléphonique, en théorie, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. De la même manière, un texte de loi, même si on pourrait penser que c'est une œuvre collective, de fait, ça n'est pas considéré comme une œuvre créative. C'est considéré comme une œuvre normative. Donc, c'est ce qui fait qu'en théorie, un texte de loi est, de fait, automatiquement dans le domaine public. D'accord. C'est très important, là, il faut le retenir, ça. C'est ce qui fait qu'on va trouver notamment certains textes de loi sur Wikisource, y compris des textes de loi récents. Voilà. On va le voir sur Wikisource. Mais voilà, j'insiste sur ce point-là. Alors, on va basculer sur Wikisource. Peut-être que je vais commencer à partager mon écran. Ça va jusque-là, avant qu'on rentre dans on bascule dans Wikisource. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que j'ai écrit? Est-ce que ça vous paraît du chinois? Est-ce que c'est, vous aviez déjà des notions? Voilà, je ne sais pas trop le trait. Non. Je pense que ça peut aller. Comme c'est avant vraiment de commencer toute chose, il faut vraiment établir certaines règles. Et quand on parle de Wikisource, comme c'est un des documents qu'on doit mettre sur Wikipédia, il faut vraiment connaître ces règles. Les droits, oui. Parce qu'on ne peut pas prendre des documents de certaines personnes. Ils ont certains droits sur les documents et puis mettre à la disposition de certaines personnes pour qu'ils puissent connaître. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair. Et même à la fin, tout de suite, vous venez de parler des documents, par exemple, des tests de loi, tout ça. Ça, on sait qu'il n'y a pas trop de droits d'auteur dessus, ou on peut mettre ça à la disposition des personnes sur Wikipédia. Et voilà. Souvent, peut-être certains rapports ou bien certains annuels. Voilà. Maintenant, si c'est des œuvres où on sait qu'il y a certains droits dessus, il faut vraiment attendre vraiment que ces droits-là soient vraiment cédés pour qu'on puisse vraiment mettre à la disposition des personnes. Ça, je pense que c'est la moindre des choses. Pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, il faut vraiment connaître certaines lois. Il fallait préciser le cadre légal. Et c'est vrai que c'est un peu fastidieux, c'est pas le plus drôle. mais en même temps, c'est essentiel si on ne veut pas travailler pour rien. Parce que c'est vrai que si on fait un travail et qu'après tout est supprimé parce qu'on nous dit, en fait, vous n'avez pas respecté le droit, c'est dommage. On est frustré déjà et on a l'impression d'avoir perdu son temps. Et souvent, c'est comme ça qu'on perd des gens aussi parce que justement, ils sont découragés après. Et donc, c'est important de partir sur des bonnes bases légales. Et c'est vrai que, on va dire que Wikisource est un des projets les plus stricts à ce niveau-là, puisque vraiment, on travaille que sur des sources primaires. Et donc, la source primaire, il faut vérifier qu'elle a le droit d'être là. D'accord. Alors, peut-être que je vais partager mon écran, je ne sais pas. Est-ce que voyons, je vais essayer de faire ça. Alors, si je vais basculer et vous allez me dire ce que vous voyez. Voyons, est-ce que ça marche? Vous me dites si ça va marcher. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Vous voyez quoi là? Moi, je vois. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez Wikisource là? Oui, c'est bon. Vous voyez la page Wikisource là? Ouais. Oui, on voit la page. Bon. Donc là, on est sur la page Wikisource. Donc, on peut voir qu'il y a déjà quand même 458 000 textes partagés. Ce qui est quand même beaucoup. On est sur le Wikisource en français. Hein,
j'insiste parce qu'en fait, quand on est sur la page d'accueil, alors c'est présenté un peu différemment de Wikipédia, mais donc là, on est sur la page d'accueil de Wikisource. Si vous descendez tout en bas, vous allez voir qu'il y a les liens vers toutes les langues là, de Wikisource. Et c'est là que, par exemple, je vois qu'il y a du travail à faire, parce qu'en fait, il n'y a pas de langue d'Afrique, de textes de langue d'Afrique elle-même, qui sont juste propres à l'Afrique. Parce que je vois que pour l'Afrique, on a l'arabe, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de voir s'il y a assez de matière pour demander à créer des Wikisources dans d'autres langues d'Afrique. Enfin, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de matière. Mais après, la question, c'est toujours pareil. C'est celle de trouver du texte qui sont dans le domaine public. Dans la colonne de gauche, vous le verrez, c'est très important, vous avez les pages d'aide. Là, vous avez le lien vers l'aide. Là, je vais ouvrir la page aide. Donc là, j'insiste pour que vous alliez voir tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a énormément de choses. Ça paraît un peu fastidieux, mais c'est comme pour Wikipédia. Souvent, les gens râlent, et puis après, je leur dis, mais vous avez lu la page d'aide, et bien sûr, ils ne l'ont pas lu. Ça vous fait gagner du temps, ça vous évite des déconvenus. Voilà, ça permet sachant que les règles ne sont pas simples sur Wikisource, je ne veux pas décourager personne. Hein. Mais c'est comme tout projet, quand on arrive, on ne sait pas, on fait des erreurs. Donc c'est vrai que c'est pas mal de prendre un petit peu de temps pour toutes les pages d'aide. Surtout qu'au début, on ne sait pas quoi faire, mais vous verrez qu'il y a énormément de choses. Il y a la trousse à outils, là, c'est une page sur laquelle je reviens régulièrement, parce que des fois, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment faire de la mise en page. Vous voyez qu'il y a tous les onglets suivant ce que vous voulez éditer, puisqu'on ne présente pas de la même manière un roman, une pièce de théâtre, de la poésie, des textes lambda, etc. etc. Donc voilà, je vous engage à aller voir toutes ces pages d'aide, on y reviendra tout à l'heure. Hein. La syntaxe, après, c'est le Wikicode, un peu comme pour ceux qui sont habitués, comme sur Wikipédia. On va être souvent obligé de passer par le Wikicode, hein, l'éditeur visuel. Je ne sais pas si on peut le faire en partie, mais il y a des choses toujours qui sont compliquées pour la mise en forme. Bon, je vais revenir là-dessus. Bon, en tout cas, sur cette page d'accueil, on voit qu'on a des textes qui sont classés par domaine. Donc, on est d'accord que tous les textes qui sont là sur Wikisource en français sont en français. Donc, ça veut dire que c'est soit des textes qui sont originellement en français, c'est quelqu'un qui les a écrits en français, soit ils ont été traduits en français. Mais, vous vous rappelez, quand j'ai parlé des droits d'auteur, j'ai parlé du droit de l'auteur, mais de la même manière, il y a le droit du traducteur. Et donc, des fois, l'auteur est mort depuis 70 ans, mais pas le traducteur. Donc, ça veut dire que, par exemple, on a un texte en anglais où l'auteur est mort depuis 70 ans, pas de problème, mais la traduction a été faite bien plus tard. Et en fait, la traduction est une œuvre de l'esprit aussi, puisque, on le sait, pour un même texte, on peut avoir différentes traductions. Cette traduction, des fois, elle ne sera pas dans le domaine public parce que le traducteur ne sera pas mort depuis 70 ans. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Voilà, j'espère que cette notion, elle est claire aussi. Et donc là, on va voir qu'on a des textes qui sont classés par genre, par courant. Donc, on a littérature, on a les sciences humaines. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. On a le droit, notamment, les arts, etc. Voilà, on a énormément de choses. On a, comme la page d'accueil de Wikipédia, on a les derniers textes qui ont été ajoutés. Donc, les derniers textes ajoutés, ça veut dire que c'est les textes qui ont été finis d'être corrigés. Puisqu'en fait, on va le voir, en fait, c'est un projet collaboratif. Hein. À partir du moment où quelqu'un importe un texte, il y a un brouillon, et petit à petit, les textes sont corrigés, et une fois qu'ils sont corrigés, ils sont validés, et ça devient un texte qu'on peut consulter, télécharger, etc. Mais on passe par une étape où on va d'abord devoir le corriger. Il y a des extraits, ça c'est la page d'accueil. Je vous laisse regarder, vous avez tous Internet chez vous, donc a priori, vous pouvez voir, je vous laisserai explorer tout ce qu'il y a. Il y a une page très importante qui est, je ne sais plus où elle est passée. Voilà, vous avez les principes fondateurs Alors, vous verrez qu'il y a une page sur les droits d'auteur, notamment, dans les recommandations, là. On a une page sur les principes fondateurs qui vous explique aussi ce que Wikisource n'est pas. Hein, de la même manière qu'on vous dit Wikipédia, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Wikisource, que ça n'est pas.
Et donc, en fait, on voit que dans les textes qui sont acceptés sous Wikisource, la première condition, c'était d'abord d'avoir des textes qui sont parus sur papier. Pourquoi est-ce qu'on demandait ça? Puisqu'en fait, la grande idée, c'est qu'un texte, on puisse vérifier le texte. Et donc, en fait, on doit avoir une source quelque part qui permet de vérifier le texte. Et pour l'essentiel des textes qui sont dans ce monde, ils sont imprimés quelque part, ou écrits quelque part, en tout cas. Alors, c'est sûr que le numérique a changé tout ça aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée, c'est que à la base, ce texte ait déjà été publié quelque part. Donc, quand on dit un texte publié, ça veut dire que Wikisource n'est pas fait pour recevoir des travaux inédits. D'accord? C'est-à-dire que vous, dans votre coin, vous écrivez un roman, puis vous dites oui, allez, j'ai envie de l'offrir au monde, mais il est paru nulle part. Non, ça n'a pas sa place sur Wikisource. On est d'accord? Ou si vous prenez un texte qui sont des textes d'articles de blog, ou même ça n'a pas sa place non plus. Si c'est un journal numérisé, c'est autre chose, d'accord? Ou un livre numérisé, voilà. Mais à la base, on veut des textes qui ont déjà été publiés quelque part. De la même manière, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on veut des textes qui sont dans le domaine public ou sous licence libre. Alors, et donc, ça veut dire que soit les auteurs sont morts depuis 70 ans, soit ces textes, pour différentes raisons, sont sous licence libre, donc CC BY SA. Alors, les licences Creative Commons, je ne vais pas refaire un cours sur les licences Creative Commons, mais en gros, c'est des licences qui permettent donc de partager des choses. BY, ça veut dire que on est obligé de citer l'auteur du texte, hein, et SA, c'est share alike. Mais en tout cas, on doit repartager dans les mêmes conditions. Mais en tout cas, contrainte de la licence CC BY SA, ça veut dire qu'elle permet notamment une réutilisation commerciale de ce qui est produit. Et donc, c'est la même manière que sur Wikipédia. Si quelqu'un veut récupérer des articles Wikipédia, les imprimer et les vendre, il peut. La seule condition, c'est qu'il doit bien dire, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Wikipédia qui l'a écrit, enfin les contributeurs de Wikipédia. Et de fait, ça existe, hein, parce que j'avais vu ça dans le magasin de journaux qui est à côté de chez moi. Il y a des gens qui impriment des articles d'histoire et qui les vendent au marchand de journaux. Il y a des gens pour les acheter, bon. Mais ces personnes-là ont le droit de le faire. La seule contrainte, c'est bien de dire ces articles que j'imprime et que je vends chez le marchand de journaux ont bien été écrits par les contributeurs de Wikipédia et pas par le gars qui sort le magazine. Donc, de la même manière, tous les textes qui sont là, si on veut, alors, on peut les imprimer. C'est-à-dire que si je veux aller chercher dans les romans, je reviens sur la page d'accueil de Wikisource, je veux aller chercher dans les romans un roman de Victor Hugo. Donc, je tape auteur de points Victor Hugo. Je vais trouver donc un texte de Victor Hugo. Si je veux, moi, je peux l'imprimer et le vendre. Alors, normalement, il y a des tas d'éditeurs qui font ça très bien et c'est bien présenté, etc. Mais si je veux Les Misérables, bon, ça fait je ne sais pas combien, 2000 pages, j'ai le droit de choisir en plus l'édition que je veux. Là, j'ai l'édition de 1890, j'ai l'édition de 1908. On va dire que je prends l'édition de 1890. Si je veux, je peux dire je vais télécharger le texte. Là, j'ai juste appuyé sur le bouton télécharger. Et ce bouton, il me permet de le prendre soit en format EPUB, ça c'est le format pour les liseuses, de le prendre en format PDF ou en différents formats, et de dire à partir de là, je fais ma mise en page, je l'imprime et je le vends. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de droit de reproduction sur Victor Hugo, donc voilà. Donc je peux faire ce que je veux. Donc ça, c'est la contrainte. Et c'est vrai que c'est ce qui pose des fois des problèmes, des fois par rapport à certains types de textes. C'est pour ça que c'est très important quand même de bien vérifier la licence qui est associée à un texte. Hein. Alors, même si je vous dis par défaut, les textes de loi, et j'ai vérifié pour le Burkina Faso, les textes de loi sont eux aussi considérés comme des œuvres normatives et pas du tout comme des œuvres de l'esprit. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Mais en théorie, il faut quand même vérifier s'il y a une source quelque part qui vous dit bien que bon, normalement, là, c'est la loi pour le coup qui le dit. Donc, c'est sûr que normalement, sur chaque loi, c'est pas remarqué que chaque loi est dans le domaine public. Mais en théorie, c'est expliqué. Enfin, c'est valable, vous savez que c'est valable. Alors, par contre, si je reviens sur qu'est-ce que Wikisource, on voit qu'il y a des choses qui sont autorisées dans Wikisource à importer.
Donc, on voit qu'on parle des livres manuscrits, presque revus, chansons, tout ça. Bon, des textes de livres de droit déjà publiés auparavant, des traductions livres de droit, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a des choses qui n'ont pas vocation à y être. Et c'est là qu'il faut nuancer. Donc, on voit qu'on ne veut pas de textes qui sont encore soumis au droit d'auteur au sens large, hein, des textes inédits, des commentaires, en priori, bon, des livres auto-édités, pour l'instant, il n'y a pas de place pour ça, des billets de blog, tout ça, etc. Et on voit qu'il y a marqué les textes de loi et la jurisprudence. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça a été indiqué, inclus là-dedans? On se dit, oulala, catastrophe, on ne peut pas être de textes de loi. En fait, si on regarde dans Wikisource, il y a quand même pas mal de textes de loi. L'idée, c'est de dire que Wikisource n'a pas vocation à être l'annuaire de tous les textes de loi qui sortent. L'idée, c'est d'avoir une sélection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un texte de loi est significatif, où il a une certaine importance, effectivement, il peut avoir sa place sur Wikisource. Mais il n'est pas question de mettre tout le code pénal, tout le code civil, de chaque pays sur Wikisource. Enfin, on ne s'en sortirait pas. Et surtout, ça n'est pas ça n'est pas le but. Pour certains pays, il y a des sites qui permettent d'accéder facilement aux lois. Bon, en France, on a Legifrance, d'autres pays, il n'y a pas. Mais en attendant, ça n'est pas le but d'avoir l'intégralité des textes de loi de son pays sur Wikisource. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ça vous paraît clair, hein, tout ça, ce que je dis? Oui, vous m'entendez ou pas? Oui. J'espère que ça, c'est bon. Je pense que c'est saisi. Voilà. Donc, on va voir hein, qu'il y en a des textes de loi, il y en a pas mal hein, sur Wikisource. Mais c'est une sélection. Donc, par exemple, si vous tapez catégorie, alors ça va être pareil que sur Wikipédia, hein, vous tapez catégorie Burkina Faso, et vous allez voir qu'il y a vraiment tout à faire, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. On peut dire quasiment rien. Donc, vous avez du travail, hein, vous avez de quoi vous occuper. Et là, on va voir qu'en fait, on a la constitution du Burkina Faso qui est sur Wikisource. Donc, la constitution de 91. Et en plus, on a une version qui n'est pas la version complètement révisée, parce que j'ai bien vu qu'il y avait encore d'autres révisions, la dernière en 2024. Donc, on voit que c'est une version non corrigée, en plus. Donc, elle peut être encore modifiée. Donc, il y a encore du travail de correction à faire. Là, on voit qu'il y a des petits modifiés qui apparaissent partout. Donc, quelque part, il y a encore du boulot rien que pour la Constitution. D'ailleurs, c'est assez long, hein, c'est un long fichier. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, déjà, on peut aller voir l'historique, hein, je ne sais plus en quelle année, qui est passé sur Wikisource, qui s'est dit, ça serait intéressant, puisqu'il y a un article sur Wikipédia en rapport avec la Constitution je pense qu'elle est sur Wikipédia. Je ne sais pas si j'ai le lien là de Wikipédia. Non, je n'en ai pas ici, mais je vais l'avoir sur Wikipédia. Mais en tout cas, on a cette constitution qui est là. Oui, donc vous voulez voir quand est-ce que de la même manière, on a l'historique, hein, comme sur Wikipédia. On peut voir qu'il y a quelqu'un qui est en 2004 qui a mis la première version. Et après, voilà, il y a des corrections qui ont été faites au fur et à mesure. Il y a eu des révisions, mais je vois qu'il n'y a pas les dernières révisions. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera éventuellement à faire. Alors là, dans le temps qui vient partir aujourd'hui, ça va être très, 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 très court et vraiment, on voit les bases. Je pense qu'il faudra y revenir parce que là, on défriche. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui est important de constater, c'est que par exemple, si vous allez sur Wikisource, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de constitutions qui sont là sur Wikisource de beaucoup de pays. Il y a la constitution de Côte d'Ivoire, de Mauritanie, sur les différentes constitutions françaises, etc. Mais par exemple, si on veut avoir des textes historiques, par exemple, on a juste la constitution du Burkina Faso de 91. Donc j'ai vu qu'il y avait eu d'autres constitutions avant, en 1960, 70, 77, qui sont des constitutions historiques qui aujourd'hui sont plus en cours. Mais ça peut être intéressant d'avoir accès à ces textes. Et donc là, par exemple, on peut se dire, tiens, c'est intéressant si je peux créer une page sur Wikisource pour mettre la constitution du Burkina Faso, enfin à l'époque la Haute-Volta, de 1960, de 70, de 77, pour qu'on puisse se référer à ces textes, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qui a été écrit avant, comment ça a évolué, et quand on veut faire une analyse, justement, quand on veut écrire sur un sujet, quand on veut étudier un sujet, on a besoin d'avoir toutes les sources primaires. Pour les gens qui vont faire du droit constitutionnel, ils veulent avoir toutes les constitutions. Là, on a juste celle de 91, et en plus, elle n'est pas à jour, parce qu'il manque les révisions de 2024, etc. Donc là, par exemple,
c'est quelque chose que, par exemple, ça peut être une piste pour travailler. D'accord? C'est clair pour tout le monde, tout ce que je raconte? Oui, jusque-là? Oui. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Je pense que c'est bon. Maintenant, je me dis, s'il y a des questions sur moi, il ne faut pas, vous allez hésiter de écrire ces questions-là dans le chat. Voilà. Oui, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter là. Voilà. Alors, je reviens sur je vais revenir sur la page d'accueil de Wikisource. Donc, il y a deux choses qui se font sur Wikisource, parce que je vois que le temps passe et que il me reste une demi-heure en gros à peu près, parce qu'après je vais m'absenter. On va mettre un texte, on va voir après comment est-ce qu'on peut mettre un texte, mais c'est important de comprendre le fonctionnement de Wikisource. Donc, dans les pages d'aide, vous allez trouver un lien. Ce lien, je vais vous le mettre Voilà, comme souvent, vous allez trouver les pages spéciales. Hein, vous avez la même chose que vous avez sur que vous allez avoir sur. Je vous le mets là, le lien. Vous allez avoir la même chose sur Wikipédia. Vous allez trouver énormément de liens utiles qui sont les rapports. Alors, les listes de pages de maintenance, tout ça, etc. Il y en a une qui est intéressante pour s'entraîner quand on commence à se créer un compte sur Wikisource, pour commencer à se faire la main, avant même d'essayer de dire on va uploader des textes, tout ça. Il faut comprendre comment fonctionne le site. Et donc là, on va avoir les pages d'index. En fait, on va voir toutes les pages qui sont en cours de correction. D'accord? Donc là, on a vu que quand on était sur un texte quelconque, là, si je prends une histoire sans nom, le texte, il est déjà corrigé. Hein. On voit que le texte, il est fini et on peut télécharger ce texte. D'accord? Il y a le module télécharger. Même s'il y a des choses qu'on peut encore modifier, en théorie, le texte, il a été mis en page. Je vais sur le chapitre 5, par exemple. Voilà. Le texte, il a été mis en page. On peut le télécharger. Il a été corrigé à partir d'un facsimilé. Un facsimilé, c'est quoi? Ça veut dire que normalement, on avait un scan et que ce scan, on l'a corrigé. Donc là, je vais prendre, je sais pas, on va essayer de prendre quelque chose de pas trop compliqué. Je vais prendre la Revue des Deux Mondes, 1836. Donc là, on est sur un texte très ancien. Donc là, comment on a récupéré ce texte? Généralement, et là, c'est des scans qui ont été faits par la Bibliothèque nationale de France, qui a numérisé. Il y a eu un partenariat qui a été fait. Donc là, pour le coup, c'est à voir. Je ne sais pas, c'est des bibliothèques au Burkina Faso pour des collections anciennes, par exemple, qu'elles pourraient numériser, ou elles acceptent que vous, par exemple, vous faisiez le travail de numérisation, et de dire, ben voilà, ça, on va le mettre en ligne. Et d'abord, il faut scanner le document. C'est la base de tout. Parce qu'il faut que les wikisourciens ou les wikipédiens ou ce que vous voulez qui vont travailler sur ça, il faut qu'ils aient une image sur laquelle appuyer pour dire c'est vérifiable. Donc à la base, il y a quelqu'un qui a numérisé un texte et qu'il a uploadé d'abord sur Wikimedia Commons. C'est là qu'on va le mettre. Une fois qu'il est là, le texte, il est mis en ligne et là, on voit que petit à petit, on demande à corriger toutes les pages. D'accord? Donc là, vous avez en vert les pages qui ont été corrigées par 2 humains. Et en jaune, les pages qui ont été corrigées par un humain. Et en rouge-rose, là, les pages qui ont été corrigées par personne. On va prendre une page qui a été corrigée par un humain, qui a été corrigée par 2 humains, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, quand je dis qu'elle a été corrigée par un humain, qu'est-ce qui se passe? On va uploader un PDF avec un scan de tel ou tel. Alors, il m'a pas mis. On n'est pas sur la page. Ça y est, j'ai l'écran qui se bloque. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, en fait, quand on va uploader une. Ah, voilà, voilà, là, tout est corrigé. Tout est corrigé, elles sont là, corrigées. Alors, je vais plutôt prendre un tome où il n'y a pas. Oui, non, c'est ça que je voulais. Donc, je voulais vous montrer une page corrigée par un humain. Donc, la page 105, là, hop. Voilà, là, on est sur une page. On voit qu'on a le facsimilé à droite, le scan de la page, et le texte qui a été corrigé par 2 humains. Alors, qu'est-ce qui se passe? La transcription, on va dire en texte, sur Wikisource, elle se fait en 3 étapes. Enfin, en 4 étapes. Il y a quelqu'un qui va uploader, qui va téléverser un texte sur Wikicommons. Donc, un livre complètement numérisé, ça peut être un texte de quelques pages, peu importe. Ce texte, on va demander l'importation sur Wikisource. Donc là, vous verrez que dans les pages d'aide, vous avez les liens pour demander l'importation d'un texte.
Je pense qu'aujourd'hui, ce sera un peu juste pour le voir, mais on pourra y revenir. Mais en tout cas, vous savez, j'ai oublié où est le lien. Bon, je vais revenir tout à l'heure, si quelqu'un retrouve le lien tout le temps. On demande l'apport du texte donc, depuis Commons sur Wikisource. Et à partir de ce moment-là, on lance un logiciel de reconnaissance de caractères qui va faire un bouillon. C'est-à-dire qu'il va reconnaître tous les caractères et il va vous sortir un bouillon de texte donc, qui va s'afficher sur la gauche. À ce moment-là, il y a un premier humain qui passe, qui corrige les coquilles, parce que souvent les logiciels de reconnaissance de caractères font des petites coquilles, notamment quand on est sur les textes anciens comme ça, où des fois il peut y avoir des bavures, des choses comme ça. Puis un deuxième humain passe, et à partir du moment où il y a au moins 2 humains qui sont passés, c'est validé, et il y a un petit bandeau vert qui s'affiche en haut. C'est bien marqué, cette page a été validée par 2 contributeurs. Quand on prend le bouquin, si je reviens sur mon bouquin, et qu'une fois que toutes les pages ont été faites, on peut considérer que le bouquin, il est fini. Donc là, sur les différents tomes que j'ai, je vois qu'il y a des tomes qui sont finis, donc le tome 10, le tome 11, le tome 12, ils sont finis. Je vois dans la nouvelle 1843, il y en a qui ne sont pas finis, donc je vais aller sur un qui n'est pas fini, le tome 10. Là, je vais le fermer, parce que sinon, je vais avoir trop d'onglets ouverts. Donc là, je suis sur le tome de 1845, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai des pages qui sont corrigées complètement, en vert, et j'ai des pages qui ont été vues par un seul humain. Donc, par exemple, la page 479. Donc, j'ai la page 479, où il y a déjà un humain qui est passé. Là, j'ai mon texte, d'accord, et c'est là que c'est un peu fastidieux, hein, des fois, Wikisource, et c'est là que vous voyez que c'est un vrai travail de fourmi, et quelque part, j'admire les gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est un vrai travail de fourmi, notamment quand on est sur des textes anciens. Alors après, on prend l'habitude aussi. Hein. C'est vrai qu'on prend l'habitude de repérer là où il peut y avoir des erreurs. Surtout quand là, par exemple, on est dans un texte de 1845, on sait qu'il y a l'orthographe qui a changé. Donc, il y a des mots qu'on va repérer très vite et qu'on va aller vérifier pour vérifier que ça correspond. Alors, ça, c'est l'habitude après. Hein. Voilà. Je ne demande pas à tout le monde de devenir un expert du français du 19e ou quoi, parce que quand on va travailler bien sûr sur les textes du 20e, c'est plus simple. Mais pas forcément, parce que des fois, il peut y avoir aussi des particularités locales, mais notamment en Afrique, où des fois, il y a des mots dans le français d'Afrique qui n'existent pas, des différents pays d'Afrique qui n'existent pas, par exemple, en français de France. Voilà, il peut y avoir des particularités dans chaque texte qui font que c'est bien des fois d'avoir quelqu'un qui est de la culture du texte en question, qui corrige le texte, parce que, ou même des fois quand il faut corriger, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où il y avait un texte qui citait des noms de lieux proches de chez moi. Et en fait, les premières personnes qui avaient corrigé le texte ne connaissaient pas la région et avaient mal corrigé tous les noms de lieux. Voilà. Et donc là, le fait que ce soit moi qui passe et que j'étais de la région, j'ai pu faire la deuxième correction correctement. Donc là, on a un texte que j'ai parcouru assez vite. Alors maintenant, je vous parle, j'ai commencé à lire le texte. Donc on parcourt le texte assez rapidement. En fait, ce qui est pas évident au début, c'est de faire des allers-retours entre le texte qu'on a à gauche et le texte qui est à droite. Pas seulement le texte, d'ailleurs, la ponctuation aussi, tout ce qui peut prêter à confusion, tout ce que le logiciel a pu faire comme erreur. Alors, je vais vous donner 2 secondes pour finir le texte, hein, a priori. Même des fois, les tirés, il faut les respecter. Voilà, toute la mise en page, on voit qu'il y a des tirés avant, des tirés après. Il faut que tout soit vraiment conforme au texte tel que c'est écrit à droite. Là, on voit par exemple, on est sur orthographe du 10e siècle, si vous regardez pressentiment, tous les mots en ENT, à l'époque, n'avaient pas de T. Les T ont été rajoutés à partir des années 1860, 1850, 1860. Donc, pressentiment, c'est pas une faute, hein. C'est vraiment ce qui est écrit dans le texte d'origine. Il faut respecter l'orthographe du texte d'origine. Pareil pour brillant. ANT, à l'époque, n'existe pas. Les T, on les rajoute après. Alors qu'on disait déjà brillante, mais on disait brillant santé au masculin. Voilà. Ça, c'est des particularités. Bon, voilà, ça, on l'apprend petit à petit. Mais bon, je vous dis, ça, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça. Là, c'est juste parce que j'ai pris un exemple avec un texte du siècle. Bon, j'ai parcouru le texte à droite. A priori, je suis d'accord pour dire que c'est conforme. Donc, a priori, là, j'ai de la chance. Je suis dans un cas où j'ai rien à retoucher. Donc là, le premier humain qui est passé a fait sa correction. Je vais dire, moi, que je suis le deuxième humain qui est passé et qui est fait la deuxième correction et qui donc valide, en gros, la première correction qui a été faite. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais modifier. Là, je vais passer sur le texte brut. D'accord? Et
on voit que j'ai 4 boutons en bas. Donc, le premier bouton, c'est vraiment quand on est sur le texte brut qui sort en gros de la machine. Hein. Là, c'est comme s'il n'y avait vraiment rien, parce que des fois, il y a des pages qui sont vides, donc là, on est sans texte. Non corrigé, ça, c'est quand ça sort de la machine. Problématique, c'est que des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas comment corriger, donc on va mettre un bandeau problématique entre guillemets sur la page. Bon, là, on était dans l'étape corrigée, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un humain qui était passé. À partir du moment où il y a un deuxième humain qui est passé, hop, je coche la dernière petite pastille, pour dire, c'est bon, je suis passé dessus, j'ai fait la deuxième lecture, je valide cette page, et là, à ce moment, je publie. Donc, on a l'impression qu'en fait, on ne fait rien, parce que par rapport à la Wikipédia, on va voir le nombre de caractères qu'on a rajoutés ou enlevés, etc. C'est vrai que quand vous allez voir après, en gros, et là, je publie. Et là, à ce moment-là, la couleur du bandeau a changé et on voit qu'on est passé à cette page a été validée par 2 contributeurs. Donc, si je reviens là où je viens de faire la page 479, hein. Donc, si j'actualise la page, on voit que la page 479, normalement, elle va passer en vert. Voilà, elle est passée en vert, hein. On est ici, 479. Et il reste encore tout ça à faire une deuxième lecture. Et je passe, je ne sais pas, dans celui-là, il n'y en a pas à faire de première lecture. Alors, si je fais une première lecture, ben, en fait, je vais aller sur le tome 19, là, pour vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Le tome 19, voilà. Pour le tome 19, j'ai un ensemble de pages qui ont été corrigées 2 fois, j'ai un ensemble de pages qui ont été corrigées 1 fois, et j'ai des ensembles de pages qui n'ont pas été créées du tout pour l'instant. 0 fois. Donc là, je dis, ben, je veux faire la page 727 qui n'a été faite par personne. Donc là, je vais créer la page 727. Alors peut-être pas, je ne vais pas le valider, ça prend un peu plus de temps, mais on va voir. Là, je lui demande de créer la page 727. Et là, à ce moment-là, hop, le logiciel de reconnaissance de caractère me propose le texte qu'il vient de voir là. Alors là, on sait que la première lecture, ça va demander plus de temps. Pourquoi? Parce que non seulement il faut que je vérifie tout l'orthographe du texte, mais il faut aussi que je le remette en forme parce que bon, le logiciel de caractère, lui, il fait sa mise en page un peu fantaisiste. Bon, c'est comme ça. Je vais devoir remettre en forme tout le texte, c'est-à-dire par exemple en ralignant là où ça va être aligné, pour que ça soit le paragraphe que je vais avoir dans le texte. Hein. Donc ça va prendre un certain temps. C'est pour ça que je ne vais pas le valider tout de suite. Hein. Mais c'est pour vous montrer le fonctionnement. Parce que c'est pareil pour tous les textes. Je veux dire, même si vous faites un texte de loi, il a une mise en forme aussi. Donc le logiciel de reconnaissance de caractère, il va vous proposer une mise en forme où il balance un peu tout le texte, un peu n'importe comment. Même si effectivement, la plupart du temps, il est assez bon. Hein, ils sont quand même assez bons sur l'orthographe. Il reconnaît. Et là, par exemple, on voit qu'il y a une faute là. On voit tous les enfants manger ensemble sur un banc érigé en table. On ne sait pas pourquoi il a rajouté un J. Donc, si on va voir le texte, on le voit. Hein. Tous les enfants mangèrent ensemble sur un banc érigé en table. En fait, il a confondu le point-virgule avec un J. Donc là, on corrige et on va mettre un point-virgule à la place. OK? Voilà. Donc là, cette étape, c'est pour ça que la première étape du premier humain, entre guillemets, c'est la plus longue, puisqu'en gros, on corrige toutes les coquilles du logiciel de reconnaissance de caractère. On est bon sur tout ça? Alors, pour revenir à ce qui nous concerne, nous, alors je vais juste arrêter le. Alors, je voudrais retrouver le lien. Je vois qu'il galère un peu là. Je sais pas si. C'est le partage d'écran qui ralentit l'ordinateur, je pense. Je suis désolé. Non, c'était ici. Ici, vous voyez. J'essaie de revenir sur la page d'aide. Je vois que ça ralentit un peu. Alors, les ordinateurs qui rament. Alors, je suis revenu sur la page, mais voilà. Je ne retrouve plus la page. Je cherche demander l'apport.
Alors, je cherche. Oui, alors, dans les choses qui sont indispensables, hein, pareil sur Wikisource et sur toutes les pages, vous avez, comme sur chez nous, comme sur le Wikipédia, vous avez le scriptorium, en fait, c'est le bistrot, mais surtout, vous avez le forum des nouveaux, d'accord, où là, vous avez réponse à beaucoup de questions. Alors, je n'arrive plus à retrouver la page pour demander l'apport d'un texte. On va voir si c'est... pour montrer la démarche, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, demander l'importation d'un livre, c'est celle-là. Je vais le mettre, ça je vais partager le lien aussi, parce que c'est utile. Donc vous avez compris qu'avant de demander l'apport d'un livre ou d'un texte, il faut d'abord l'avoir uploadé sur Commons. Voilà, donc ça, cette page, voilà, vous allez y revenir plus tard. Hein. Là, vous allez trouver beaucoup normalement, pas mal de liens utiles. À partir du moment où vous allez cliquer sur le formulaire. Donc, tant que vous n'avez pas choisi vos textes, que vous ne l'avez pas mis sur Commons, ce n'est pas la peine de demander l'apport d'un livre, d'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est verrouillé? Parce qu'en fait, on est habitué, nous, sur Commons, à pouvoir importer des photos soi-même, par exemple. Sur Wikisource, vous voyez que tout est verrouillé, c'est-à-dire qu'en gros, on va demander l'autorisation d'un contributeur qui a des droits d'apporter le livre pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, très vite, on s'est rendu compte que tout le monde apportait n'importe quoi. Et comme c'est un petit projet et que la communauté est petite, elle n'a pas les capacités comme sur Wikipédia ou on va dire sur Wikicommons, d'avoir une patrouille conséquente qui est là tout le temps, qui vérifie tout ce qui est importé, etc., etc. Donc en fait, le projet est beaucoup plus verrouillé. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on vient d'autres projets. Mais quelque part, c'est pour la bonne cause. Et quelque part, vous êtes sûr aussi que du coup, en faisant cette démarche, vous allez passer par quelqu'un d'expérimenté qui va vous dire oui, tu peux le faire, oui, ou non, tu ne peux pas le faire. Et quelque part, c'est une bonne chose. Et surtout, il pourra vous conseiller sur la manière de le faire. Si par exemple, vous vous trompez, c'est pas grave, hein, je vais me tromper, il va vous dire bah non, tu n'as pas fait comme ci, tu aurais dû faire plutôt comme ça. C'est mieux pour ça un fichier PDF ou un fichier d'un format différent. Surtout que voilà, vous allez voir qu'on utilise des formats des JVU, voilà, c'est un autre format de fichier. Tout ça, c'est très technique et je ne vous demande pas de vous y mettre tout de suite. Je pense que c'est bien dans une deuxième étape. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui, puisque là, je vois que le temps passe. C'était vraiment de comprendre en gros qu'est-ce que c'est que Wikisource, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. Je pense que c'est pas mal si vous pouvez aussi vous entraîner à faire des corrections. Je vais arrêter le partage d'écran parce que là, j'ai l'ordinateur qui ralentit. Le plus important, c'est ça, c'est vraiment de s'entraîner au début, à faire des petites corrections comme ça, parce que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte si c'est quelque chose qui vous plaît, parce que vous avez vu que c'est quand même un travail qui est assez fastidieux. C'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est un travail de relecture, en fait, hein, beaucoup Wikisource. C'est un travail où on ne va pas produire un contenu original. On est vraiment là pour garantir que ce qu'on va offrir au monde après, c'est vraiment la copie conforme du texte qu'on a téléversé en image. Quelque part, on a une responsabilité. Hein, c'est ça qui est important de comprendre, c'est puisqu'on a pris une source historique ou une archive ou un texte de loi, on a cette responsabilité quelque part de faire que, pardon, on ait un texte de qualité. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois qu'il reste 10 minutes. Il faudra faire une session peut-être, mais en tout cas, je pense que j'ai défriché un peu le terrain. Je ne peux pas vous apprendre là tout de suite à uploader un texte en 5 minutes. C'est vrai que c'est un peu court. Le cadre légal, c'était important de le poser. Voilà. J'espère que déjà, vous en savez un peu plus que tout à l'heure. Après, voilà. Mais là, 10 minutes, c'est une question, je pense. Bah, c'est bon. Vraiment, merci pour la présentation. Comme ce que vous-même vous avez dit, ce n'est pas assez simple. C'est un travail qui est assez fastidieux. Donc, on va essayer de. Voilà. C'est un travail ingrat, un peu. Ça va aller. D'accord, ça va aller. Donc, comme peut-être vous avez dit, bon, moi, ma première question, peut-être, bon, je voulais vraiment, je sais que quand on commence, initialement, vous avez parlé de modification. Je ne sais pas, peut-être, vous allez peut-être quelques minutes pour montrer qu'on peut peut-être modifier. C'est vrai que les gens ont déjà modifié sur Wikipédia, mais si Wikisource
comment on modifie? Par exemple, on a vu la constitution burkinabé où on voit qu'il y a pas mal d'ajouts, des révisions qui ont été faites. Donc, comment on va modifier ces choses-là, et ces parties qui ont été révisées là, et comment ajouter peut-être certaines références si possible. Voilà. Si peut-être vous pouvez peut-être montrer ça de façon pratique. Et s'il y a des questions aussi, n'hésitez surtout pas. Alors, vous avez vu que dans la Constitution, ça va être dur de revenir là, parce que vraiment, ça me ralentit quand je partage l'écran. J'ai vu que l'ordinateur commençait à ralentir. Vous avez vu que, comme dans n'importe quel article Wikipédia, il y a des petits boutons modifiés pour les différentes sections. Donc là, en fait, quand il vous dit que les différentes parties n'ont pas été corrigées, il va vous dire est-ce qu'il y a un humain qui est déjà passé? Et là, vous voyez que c'est en jaune. S'il n'y a aucun humain qui est passé, quand vous allez cliquer, vous allez voir du rose en disant aucun humain n'est passé par là. Enfin, c'est pas dit ça, mais je ne sais plus, mais en gros. Et là, vous pouvez dire ben voilà, je vais corriger le texte et il va vous mettre le facsimilé à côté. Donc, le facsimilé, c'est le scan du texte officiel. Et à ce moment-là, vous vérifiez bien. Voilà. Le seul truc qui va être compliqué au début, c'est la mise en forme. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est bien de poser quelques questions sur le forum des nouveaux, parce qu'il y a des liens pour la mise en forme. Hein. Il y en a plusieurs, c'est la typographie. Par exemple, quand vous allez vouloir rajouter un petit espace au début de la ligne, parce que des fois, quand c'est le premier mot d'une ligne, il commence avec un petit décalé, ce qu'on appelle une tabulation. Bon, ça, c'est des petits trucs. Vous allez mettre un petit bout de code comme ça, comme vous allez avoir, comme je viens de le mettre là dans le chat là. C'est des petites choses. Mais vous avez dans les pages d'aide, vous avez un guide avec tous les petits trucs comme ça, juste pour dire, ben voilà, je vais rajouter un petit bout de petit espace de code pour avoir la phrase qui commence un peu en retrait par rapport aux phrases qui sont en dessous. Voilà, ça, c'est des petits trucs. Forcément, là, en 1h30, c'est un peu compliqué, mais la plupart du temps, c'est pour ça que je vous conseille d'abord de vous faire la main sur des textes lambda en allant voir dans la page liste des pages index là, que je vous ai donné, où il y a des tas de livres sur absolument n'importe quoi qui attendent qu'ils soient corrigés. Hein. Vous prenez un livre au hasard et vous commencez simplement à vous entraîner, simplement pour vous familiariser avec la façon dont la correction se passe. Vous prenez un texte lambda, vous vous familiarisez avec ça, vous faites quelques corrections et une dizaine par exemple. Et là, vous commencez à vous familiariser avec le texte. Vous prenez vous l'avez vu le lien que j'ai mis au-dessus. Hein. Alors non, je ne l'ai pas remis, je vais le remettre là. Le lien, c'est dans la liste des pages indexées. Attendez, je vais le remettre là. C'est ça là, c'est cette page-là. Hein. Je vais remettre le lien. Ça, c'est un bon lien pour s'entraîner. Vous prenez celui-là, vous prenez cette page-là. À partir de là, vous l'ouvrez, vous prenez un livre au hasard. Vous dites, ben voilà, je vais m'entraîner à faire la correction de l'orthographe, de la ponctuation. Et là, petit à petit, on commence à comprendre la logique de fonctionnement et on clique sur une page qui est en jaune, pour commencer, c'est plus facile. On ne commence pas direct par les pages où les petits carrés sont en rose. Vous commencez par des pages qui sont en jaune. Donc, si vous prenez une de ces pages là, par exemple, je vais reprendre la liste. Alors, si je prends, je sais pas, je prends n'importe lequel de livre. Hein, je sais pas. Si vous prenez un livre là, je vous mets un lien de livre. Hein. Vous avez un livre là. Vous voyez que vous allez avoir des pages en vert. Attendez. Ah ben non, j'ai que des pages en vert. Je l'ai mis. Ben non, je vous ai pas mis en exemple parce que si, je vous ai mis le tome 5. Le tome 5, il est corrigé. Voilà, donc j'aurais dû mettre le tome 6. Voilà. Je vais mettre un autre lien. Voilà, vous pouvez l'ouvrir sur vos ordinateurs aussi. Si j'arrive à revenir là. Ordinateur ne répond plus. Alors, j'ai l'ordinateur qui ne répond plus. Voilà. Ah si, ça y est. Voilà. Hop. Donc là, si vous prenez le tome 6, ou si vous l'ouvrez, le tome 6, vous verrez que vous avez des. Je vais vous mettre le lien. Donc là, c'est un lien que vous pouvez prendre pour vous entraîner. Donc vous prenez, voilà, c'est Les Merveilles de la Science de 1167. Vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a des petits carrés en vert et des petits carrés en jaune. Ben, vous prenez n'importe lequel, vous cliquez dessus, vous lisez les deux côtés, le facsimilé et le texte qui est proposé, qui a déjà été corrigé par un humain. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a ou que vous voyez qu'il y a des corrections à faire, vous faites modifier en haut, comme sur une page Wikipédia. Hein.
vous vérifiez que tout est bon, et hop, en bas, vous descendez et vous appuyez sur la 4e pastille verte pour le mettre validé et publier. Voilà. Et là, l'idée, c'est de comprendre déjà cette logique, de comprendre ce fonctionnement, avant même d'apporter de nouveaux textes. Voilà. Moi, j'insiste là-dessus, c'est que c'est comme tous les projets, il faut s'y habituer à la logique. Hein. C'est pas tout à fait la même logique que sur Wikipédia, c'est pas la même logique. Bon, voilà. Il faut d'abord commencer par s'entraîner. Et après, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que pour une prochaine fois, ben, vous commenciez à limite à faire une sélection de textes que vous avez l'intention une fois que vous avez identifié les textes qui peuvent être éligibles ou qui sont intéressants. À la limite, c'est de faire une page projet, de dire voilà, on aimerait faire ces projets-là, ou de faire une liste quelque part. Hein, bon, et à ce moment-là, par exemple, d'aller sur le bistrot, donc sur le scriptorium là, de Wikisource, et poser la question. Voilà, bonjour, je suis nouveau, on travaille sur tel projet pour Burkina Faso, est-ce que vous pensez que c'est intéressant et qu'on peut ça? Et là, je suis sûr qu'il y aura des gens, et c'est même sûr, qu'il y aura des gens pour vous aider, pour dire ce texte oui, ce texte non. Voilà. Et parce que la question qu'on va vous poser, c'est, la première question qu'on va vous poser, c'est où est-ce que je peux vérifier ce texte? Donc, le premier travail à faire pour vous, c'est d'abord de vérifier où sont les textes que vous voulez mettre sur Wikisource. Est-ce qu'ils sont vérifiables en ligne? Est-ce qu'ils sont dans des livres que dans ce cas, il va falloir scanner et mettre sur Wikicommons? Voilà. C'est la première question à vous, pour vous, c'est celle-là. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes dans le projet, mais je pense que c'est un travail à faire, mais c'est un travail qu'il faut faire en amont. Parce que, par contre, c'est vrai que bon, ben là, pour le coup, ça demande de se mettre en rapport avec des bibliothèques ou des archives, ou après, peut-être qu'il y a des choses en ligne aussi, j'en sais rien. Mais ça demande un travail en amont avant d'aller demander, du coup, je pense. Mais en tout cas, vous leur demandez sur Bistro, ils le feront, ils vous donneront. Il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que vous, d'abord, vous ayez bien compris la logique. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps. C'est vrai que c'est un peu frustrant, on n'est pas beaucoup dans le concret aujourd'hui. Mais je pense que pour ça, il fallait poser le cadre et c'est ce qui fait que ça soulève. C'est un peu rébarbatif au début. Mais j'espère que ça n'a pas été trop quand même. Voilà. Il me reste 3 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Si il y a des questions sur. N'hésitez surtout pas, vous levez la main et puis vous posez la question directement, comme on est pris par le temps. Au cas contraire, ceux qui ne veulent pas vraiment parler peuvent écrire dans le chat. Ou bien si quelqu'un veut parler, il lève la main et puis. Si jamais vous avez des questions plus tard, vous pouvez m'envoyer même un message sur Wikipédia. La seule chose que je demande, c'est que si vous m'écrivez sur Wikipédia, vous ne mettez pas mon vrai nom, bien sûr. Hein, mon profil sur Wikipédia, c'est celui-là. C'est Culex. Hein. Donc, vous pouvez retrouver, quand vous êtes sur Wikipédia, vous avez comme toujours la fonction envoyer un mail, si vraiment vous avez. Mais si c'est une question générale, vous ne m'envoyez pas un mail. Vous pouvez le poser sur la page de discussion sur Wikipédia ou même sur la page de discussion sur Wikisource, où vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je réponds aux questions si je peux répondre. Si je ne peux pas répondre, je vous renvoie à quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas de problème. OK. Est-ce qu'on est bon, du coup? Si vous n'avez pas de questions, bon. Après, je vous dis, on peut éventuellement refaire une session plus tard ou quoi, mais je pense qu'il y a ce travail à faire en amont. Je ne sais pas où vous en êtes hein, dans le projet, si vous avez déjà fait une sélection de texte ou pas. Je ne sais pas où vous en êtes, essentiellement. Oui, il y avait une sélection des tests. Ça concernait essentiellement les rapports sur les droits humains et puis il y avait la Constitution et puis les tests de loi, la loi. Il y avait une loi récemment qu'ils avaient pris, le code pénal, le code des personnes de la famille, puis on a pu. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, si vous cherchez à mettre tout le code pénal, on va vous dire non. Non, par contre, si c'est une loi symbolique, parce que, je ne sais pas, par exemple, sur les droits des femmes, voilà. Si c'est une loi symbolique parce qu'elle a changé quelque chose vraiment, par exemple, pour le droit des femmes, pour le droit des enfants, ou même les droits de l'homme, c'est sûr que là, c'est intéressant. On va vous dire, OK, là, c'est la loi qui a changé la situation dans le pays pour les femmes, les enfants, ce qu'on veut, les prisonniers, enfin, je ne sais pas, quelque chose qui concerne les droits de l'homme. Et à ce moment-là, éventuellement, ça peut avoir sa place, je pense, sur Wikisource. Hein. Il n'est pas question de mettre toutes les lois qui sortent sur n'importe quoi, parce qu'il y en a quand même beaucoup des lois dans le monde. Et c'est ça que je pense que c'est là qu'il faut argumenter. Effectivement, si vous dites, ben voilà, on est dans ce projet Wiki for Human Rights, l'idée c'est de mettre en avant les droits de l'homme au Burkina Faso ou ailleurs, effectivement, ça peut se justifier. Je ne sais pas s'il y a un équivalent de la déclaration des droits de
d'hommes ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est des choses effectivement qui peuvent avoir leur place. Voilà. Il ne faut juste pas leur dire on va mettre tout le droit pour le code pénal burkinabé sur Wikisource, là on va vous dire non. D'accord, ça marche. Pas de Voilà. problème. Donc, je referai la liste et puis peut-être vous envoyer pour pas mettre dans le bistro Wikisource. Voilà. Sur des lois symboliques, en fait. Il faut réfléchir comme ça, sur des lois qui sont symboliques, qui sont importantes dans l'histoire et pour des communautés, pour une partie de la population, pour tous les humains en général. Ça, c'est des choses que oui, je pense que ça peut valoir le coup. Voilà. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Il y a d'autres questions? Avant que je m'en aille. D'accord. Eh bien, je vais vous laisser avec Dadric après pour la suite, pour le dictionnaire alors. Oui, d'accord, pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. Mais de rien. Merci pour cette présentation. Je pense que c'était vraiment une initiation vraiment à Wikisource. Oui. Où on a appris beaucoup sur, par exemple, comment ça fonctionne, sur comment se comporter un peu sur la plateforme quand on vient nouvellement. Parce que souvent, quand on vient nouvellement, on se perd avec les différents onglets qui sont là. Et vraiment, avec ces différents onglets, on va essayer de voir d'abord ces onglets-là pour essayer de voir comment… Et surtout au niveau du droit. Hein, il faut garder en conscience le droit. C'est vraiment le… On va toujours revenir au droit hein, quand vous allez contribuer sur Wikisource. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, bon, vous êtes sûr? Voilà. C'est pour ça que j'ai passé un peu beaucoup de temps, mais il fallait le faire. C'était un peu aride, mais voilà. Voilà. Et bien, si vous avez pris vraiment, les choses… Merci beaucoup. Et je pense que s'il y a certaines choses, comme on a un groupe, s'il y a des préoccupations, je vais essayer de remonter ces préoccupations-là, ou bien directement, même ils peuvent directement vous écrire, ou bien moi, je vais essayer de voir les préoccupations et puis vous envoyer comment on peut. D'accord. Donc, vraiment, merci pour votre disponibilité. De rien. On reste en contact. Vraiment, merci beaucoup, Fabien. Oui. Allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allô, Fabrice, tu es toujours là ou tu es parti? Il est parti. Il est parti, il avait dit 10h30. Oula, bonsoir à tous. En fait, j'avais voulu qu'il reste. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, il m'avait dit.